réfléchir sur les aspects positifs de l'acte 3 de la décentralisation. C'est une plus grande responsabilisation des maires du Sénégal dans la gestion du budget, dans les relations internationales, dans ce qu'on appelle la diplomatie économique et l'autonomisation. À mes yeux, il manque un élément important, c'est la décentralisation complète. Le rôle des maires aujourd'hui est de construire des territoires viables et porteurs de développement économique et social. Cela veut dire que nous devons passer à des communes plutôt administratives, producteurs de bulletins de naissance, d'extraits de naissance, à des communes porteuses du développement. Et j'entends par développement d'abord le secteur primaire, l'agriculture, la pêche. J'entends par développement le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie, le numérique. J'entends par développement le tertiaire, la logistique, les ports, les aéroports. Si nous voulons que les maires de demain, du pays que je vais diriger, du Sénégal que je vais diriger, puissent être à la hauteur de gérer l'économie dans leur commune, de gérer le social dans leur commune, de construire des routes, mais également de construire des écoles, de construire des hôpitaux, sans avoir besoin de l'État central, il est évident qu'il faut réformer d'abord le volet financier et le volet ressources humaines. On ne pourra pas développer l'acte 4 que je prône sans une réforme profonde des maires. Je vais citer l'exemple du Rwanda. Au Rwanda, le président Paul Kagame, pour ne pas le citer, a institué une réforme qui vise à une compétition annuelle et des prix aux meilleurs maires du pays. C'est-à-dire que chaque maire bénéficie d'un budget pour des projets, pour développer les coins les plus reculés. Et à la fin de l'année, il y a une reddition des comptes. Chaque maire doit venir dire combien d'écoles il a construites, combien d'hôpitaux il a construits, mais également combien de projets particuliers il a réussi à mener à bout. Et voilà justement le modèle que je veux instituer au Sénégal, où les maires devront bénéficier de ressources importantes. J'ai parlé de 700 milliards en année 1 et de 14 milliards en année 5. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut d'abord les mettre à l'épreuve. Par contre, le maire qui va construire des zones économiques spéciales, comme celle de Sandiara, 14 usines, 150 milliards d'investissements, le maire qui va construire des ports secs ou des ports tout court, le maire qui va construire des universités, comme SIPDECO à côté, il est évident qu'il faut qu'on revoie son niveau académique et son expérience professionnelle. Et c'est de là où, à l'image du Rwanda, où tous les maires ont un niveau minimal de licence, M1, un niveau minimal de Bac plus 3, Bac plus 4, en fait, sont devenus beaucoup plus performants quand cette réforme a été mise en place. Donc ça veut dire tout simplement nous allons mettre beaucoup d'argent à la disposition des communes, mais nous allons également rectifier, nous allons réformer les critères d'éligibilité pour la candidature à la mairie. Il ne faut pas attendre que le maire soit élu pour dire est-ce qu'il a été non. C'est quand on va rendre l'acte, les candidatures, les critères de dépôt des candidatures, c'est là qu'il faut faire cette réforme. Évidemment, qu'est-ce que cela veut dire être licencié, être Bac plus 3 ou Bac plus 4? Cela veut dire tout simplement qu'on est capable de mener intellectuellement des réformes profondes, qu'on est capable de gérer des projets complexes, ou bien qu'on est capable de diriger une équipe, d'être un meneur d'hommes tout simplement. Et ça, on ne peut pas l'apprendre sans effectivement aller à l'université, on ne peut pas l'apprendre sans aller dans des écoles de formation professionnelle, etc. Donc en réalité, si je veux faire l'acte 4 de la décentralisation, confier 7 000 milliards aux maires, il est évident que le niveau des maires sera revu à la hausse, n'est-ce pas? Le niveau, leur capacitation, leur formation continue sera revu à la hausse, mais aussi je vais changer également le niveau également des conseillers, qui devront également eux aussi être formés, être en formation continue pour arriver à ce qu'ils puissent décerner en tout cas le bon projet des mauvais, qu'ils puissent voter des budgets dont ils connaissent la véritable destination. Voilà un peu le sens de cette réforme. Alors il faut savoir d'abord que je suis un sportif pas très connu au Sénégal. Je suis ceinture noire de karaté, donc autant ne pas me créer des histoires. J'adore le sport, j'ai fait du sport toute ma vie durant. Jusqu'à présent, j'en fais d'ailleurs. Par contre,
j'ai une politique, une consommation du sport qui est assez différente. Le sport loisir, oui, c'est important. Le sport épanouissant la jeunesse, oui. Mais il faut qu'on change de paradigme pour le sport comme pour la culture. Je souhaite que notre pays d'abord investisse massivement dans les stades de football. J'entends parler d'un programme au niveau régional, des stades dans chaque région. Dans mon programme, je vais mettre des infrastructures de sportives dans chaque commune du Sénégal. Chaque commune. Pourquoi c'est important? Parce que si vous voulez développer le karaté, les arts martiaux, il faut bien qu'il y ait des dojos. Si vous voulez développer le handball ou le basketball, il faut bien qu'il y ait des terrains pour cela. Et cela fait partie d'un système général d'abord du sport populaire, mais il faut ajouter à ce sport le sport d'élite. Il faudrait que pour les meilleurs d'entre nous, les meilleurs des jeunes en athlétisme, qu'ils puissent trouver des conditions idoines d'avoir des endroits où s'entraîner. Cela dit tout simplement qu'il faut mettre en parallèle le sport d'élite, parallèlement au sport populaire. Pour que le sport, un esprit sain dans un corps sain puisse se développer, avec des parcours partout, des parcours de sportifs, comme ça se fait un peu partout dans le monde. Mais en même temps, il faut une politique sportive qui favorise également l'élite, n'est-ce pas, comme l'ont fait les grands pays. Le sport est devenu une économie. Aux États-Unis, l'économie du basket, ça génère 500 000 milliards de francs CFA. Donc c'est dire que le basket ou les autres sports au niveau des États-Unis sont devenus en fait de véritables économies. Et je vais transformer donc le sport en sport économique et en sport populaire. L'autre dimension, c'est aussi que pour aller dans le même sens que pour la culture, ce sera la même chose. La culture est toujours perçue comme de grands moments de récréation, des festivals ludiques. Dans le même sens, aux États-Unis, on note un développement époustouflant de la culture sous forme de musées, sous forme de salles de spectacle, sous forme également de centres municipaux de culture. En réalité, c'est ça aussi mon programme. Je voulais transformer également la culture en culture, non seulement divertissement, mais également en culture économique, financière. D'ailleurs, Sandiara, en 2024, j'avais prévu de faire ce qu'on appelle le MAS, le marché des arts et des spectacles de Sandiara, qui est un marché où je vais inviter des producteurs de spectacles de Bercy, mais aussi des États-Unis, des grandes salles dans le monde, et je vais inviter en même temps tous les producteurs de spectacles ici au Sénégal. Le théâtre, la danse, nos chansons traditionnelles, la culture diola, mandingue, CRR, Wolof. En fait, ces gens devront se produire, signer des contrats, aller en tournée internationale, comme le faisait le ballet national de Louga à l'époque. Donc j'ai une conception de la culture économique, de la culture du sport économique, du sport d'élite, mais pour en fait faire en sorte que ce soit des porteurs de l'économie, ces deux sporteurs. La justice sénégalaise a une réputation dans le temps. Les premières années d'indépendance, le Sénégal, qui était le centre même du savoir universitaire en Afrique, qui a produit de grands juges comme Kéba Mbaye, de très grands intellectuels de la justice, de très grands professeurs de droit, est devenu ces derniers temps un centre d'interrogation, objet de polémique sur ce qu'on appelle l'indépendance de la justice. Le Sénégal et l'association en tout cas des juges du Sénégal ont réclamé jusqu'ici qu'on devrait faire en sorte que le président de la République ne soit plus le président de la magistrature, du conseil de la magistrature. Je pense que je vais aller beaucoup plus loin. J'aimerais que le Sénégal que je vais diriger d'abord soit un Sénégal où la justice est la même pour tous. Pour tous, quel que soit le pouvoir politique. Le Sénégal que je vais diriger doit être un Sénégal où le juge a toutes les responsabilités pour faire en sorte que les conflits soient traités en toute équidistance, en toute impartialité. Et ça me paraît important. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut rendre en fait la justice totalement indépendante. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le ministère de la Justice ne devrait plus pouvoir dicter sa loi aux juges. Le ministère de la Justice ne devrait plus pouvoir prendre des décisions importantes quand il s'agit de certains dossiers épineux, de certains dossiers difficiles, comme vous le savez.
Je pense que le fait que le chef de l'État ne soit plus président du Haut Conseil de la magistrature va forcément avoir un effet, un impact sur la qualité de la justice, sur les décisions, sur les justices qui sont rendues, sur en réalité le sentiment du citoyen d'être jugé de façon équitable. Voilà les réformes que je compte faire. Merci beaucoup. C'est une question très politique. C'est vrai que j'ai appelé tous mes collègues maires et mes amis du département de Mbour pour les informer de mon intention d'être candidat à la présidence de la République. Cela veut dire que tout simplement que la règle d'usage, c'est quand vous avez des collègues avec qui vous avez milité dans un même parti, vous avez cheminé, vous avez eu d'excellentes relations, comme c'est le cas avec tous les 16 maires, avec tous les 19 directeurs généraux, ministres. J'ai appelé chacun d'entre eux pour leur dire qu'il était temps que moi je prenne mon propre chemin. C'est ça la différence. Comme vous savez, on peut être candidat d'un parti existant, d'un gouvernement, ou être candidat indépendant. Moi je suis un candidat totalement indépendant. Totalement indépendant. Pourquoi? Parce qu'on avait le choix d'attendre que l'autorité décide de qui va aller être président. Vous savez que c'est une question difficile. Mais moi, docteur Seringue Diop, en fait, j'attends pas pour qu'on fixe mon avenir. J'attends jamais qu'on me nomme à des postes importants. En fait, je me suis toujours battu pour être docteur d'État. Je me suis toujours battu auprès des firmes les plus importantes au monde pour être au sommet de Nestlé. Et c'est le même combat que j'ai mené pendant 30 ans au milieu d'une cinquantaine de nationalités, des meilleurs au monde, des meilleurs scientifiques, des meilleurs chercheurs, des meilleurs directeurs, des meilleurs techniciens. J'ai réussi à gagner ce combat-là pour être à la tête de la plus prestigieuse organisation au monde, 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc en réalité, contrairement à ce que beaucoup pensent, en réalité, je suis un grand combattant politique. J'ai commencé à militer en réalité quand j'avais 17 ans, avec Landing Savané, comme certains d'entre nous d'ailleurs. On a été des militants de Andedjif. Nous avons été dans la clandestinité. Nous avons, à l'époque, traversé des villages. Nous avons passé la nuit dans les villages les plus reculés pour porter la bonne parole, pour conscientiser les paysans, pour les appeler à une meilleure prise en charge de leur destin. De 17 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai fait que la politique. Cette expérience, évidemment, elle m'est restée. D'ailleurs, c'est compte tenu de cette expérience que j'ai été dans l'humanitaire. Parce que j'ai toujours eu cette fibre de solidarité envers les hommes, envers les plus faibles. Je pense que le rôle de l'homme politique n'est-il même pas d'être sensible aux difficultés de l'autre. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé qu'il fallait que j'aille tout seul à l'élection présidentielle, en comprenant que pour certains collègues, que la décision n'était pas encore prise, qu'ils attendent que la décision soit plus claire. En ce qui me concerne, je tends la main à tout le monde. Mais ma voix, en réalité, elle est différente. Je suis de la voie du milieu. Notre pays est divisé en deux grands groupes aujourd'hui. Le premier groupe, c'est celui de l'opposition radicale, que vous connaissez, mais qui aussi aime le Sénégal. Les militants qui sont de l'opposition radicale, qui manifestent leur choix de temps en temps, leur mécontentement, il faut les écouter. Mais également, dans le parti au pouvoir, avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est important également de savoir qu'il y a des éléments extrêmement compétents et extrêmement patriotes. Donc, en fait, le patriotisme n'est l'apanage de personne. Et je suis un patriote. Donc, je lance un appel à tous à m'aider, à me rejoindre dans cette lutte importante qui est le développement du pays. Pour moi, c'est ça qui vaut. Pour moi, je ne suis pas ni de la gauche ni de la droite. Je suis un élément du centre. Je suis le rassembleur du Sénégal, qui est profondément divisé. Je suis le rassemblement des peuples qui sont à l'intérieur du pays. Je suis le rassemblement des peuples du nord et du sud, du centre comme de l'est. Je suis le rassemblement de toutes les ethnies du Sénégal, de toutes les cultures, de toutes les religions, qu'elles soient musulmanes ou catholiques. Je veux être le candidat qui va rassembler le Sénégal qui est profondément divisé aujourd'hui. Et pour cela, j'ai décidé d'aller tout seul. Et je pense qu'un homme politique doit être courageux. Un homme politique
doit avoir comme seule préoccupation de servir son peuple, de servir les autres. Et on sait que dans ce combat de la lutte politique, à l'instar de celle de Mandela, il y a des écueils, il y a des risques. Mais que peut-on faire dans la vie si on n'ose pas prendre des risques? Tout ce que j'ai réussi à faire dans ma vie, je l'ai fait avec la sueur, en prenant des risques importants, en prenant des risques pour ma vie, en prenant des risques pour ma famille, en prenant des risques importants. Et aujourd'hui, tout simplement, je trouve que le fait d'être candidat à la République au niveau du Sénégal, en réalité, ce n'est pas une prise de risque importante. Parce que le Sénégal n'appartient à personne. Le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Et je pense que si on regarde des critères objectifs, ce que j'aurais voulu proposer d'ailleurs, qui devrait diriger le Sénégal parmi nous? J'avais proposé 5 critères. Le premier, c'est le critère politique d'abord. Qui a produit des résultats, qui a été élu 5 fois. Moi, j'ai été élu, j'ai gagné 11 élections depuis que je suis là. L'autre critère, c'est un critère de performance. Qui, parmi les maires ou les ministres, a produit dans sa zone une zone économique spéciale, 150 milliards d'investissements, des agropoles. J'avais proposé qu'on mette en place des critères humanitaires. Qui, parmi nous, a construit un lycée de 850 millions de francs CFA et l'a offert à l'État? Je trouve qu'un homme politique doit être généreux. Un homme politique doit tout passer par l'humanitaire. Et j'avais proposé un 4e critère, qui est le critère qui me paraissait très très important, qui est le critère le critère d'ancienneté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait 10, 20, 30 ans avec le chef de l'État ou avec d'autres, n'est-ce pas? Ce critère aussi, on pourrait le mettre, mais ce critère ne saurait être le critère le plus important. Et enfin, j'ai proposé un critère académique. Parce que diriger un État demande quand même des connaissances académiques, demande des connaissances du monde. On ne peut pas diriger un État si on n'a pas un certain niveau d'instruction. Je n'ai pas demandé à ce que tout le monde ait un doctorat d'État, un bac plus 15 comme moi. Mais il faut quand même qu'on voit, qu'on mette ces critères-là sur la table. Donc c'est sur la base de tous ces critères-là que j'ai pensé que mon profil sénégalais était un profil important. Et j'ai oublié que j'avais ajouté un 6e critère, c'était le critère de la moralité tout simplement. Pour moi, un homme politique qui aspire à diriger le pays doit être un homme propre, un homme intègre. Le président, en fait, c'est un ami de longue date. Quelqu'un que j'ai beaucoup aidé et qui a beaucoup aidé Sandiara. Mais vous comprendrez que pour prendre de telles décisions, en fait, je ne demande jamais la permission. Député, je pense que si nous croyons à notre programme, si nous pensons que ce programme peut être présenté au peuple sénégalais, qu'il soit du nord, de l'est ou de l'ouest, nous devons aller auprès de ces populations pour leur demander leur parrainage. Mais on ne va pas acheter des parrainages. Nous allons partir pour leur présenter notre rêve. C'est le programme que vous avez vu, c'est les 10 réformes. Nous allons leur montrer que le Sénégal de demain, sans chômage, le Sénégal industriel, le Sénégal des agropoles, le Sénégal de la formation professionnelle, qu'il n'y a que moi qui peux le construire parmi les autres candidats. Nous allons essayer de les convaincre qu'on veut les faire participer à la gestion de leur pays. Nous voulons leur montrer que j'ai une équipe de cadres, j'ai une équipe d'intellectuels, j'ai une équipe d'hommes politiques qui adorent ce Sénégal. On va leur montrer que nous aimons le Sénégal au cœur, nous adorons ce pays. Et nous allons leur montrer que s'ils sont d'accord avec tout ce qu'on est en train de proposer sur l'environnement, sur la pêche, sur le phosphate, sur tous les projets délicats, mais aussi sur la réforme de la justice, sur la réforme des sciences, de l'éducation, les grands états généraux que je propose pour l'artisanat, le fonds pour le retour aux immigrés qui rentrent chez eux, je pense que les peuples sénégalais ils vont nous suivre. Et ce n'est que s'ils sont d'accord avec ce programme que je vais leur demander alors de parrainer ma candidature. Et je ne cherche pas 40 000 parrains, je ne cherche pas 60 000 parrains, je cherche 200 000 parrains, je cherche 300 000 parrains, pas seulement pour déposer la candidature, elle est acquise, je vais déposer ma candidature, mais c'est surtout pour demander aux Sénégalais qui croient en cette vision, qui croient en moi, qui croient au Sénégal que je propose, d'être avec moi, de me soutenir, de faire en sorte que le Sénégal, que je puisse y trouver leur place, qu'ils puissent m'accompagner dans ce combat. Et que le Sénégal, chaque fils
et chaque fille de ce pays puisse bénéficier des retombées économiques favorables, des retombées sociales du pays, des retombées sur le plan académique, que chaque Sénégalais puisse avoir son avenir chez soi, qu'il puisse vivre son rêve, ce que j'appelle le Sénégalese Dream. Et c'est important que le Sénégal nouveau que je veux construire, pour le Sénégal, le nouveau type de Sénégalais, puisse être maintenant le Sénégal du rêve. Le Sénégal où les jeunes, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient électriciens, puissent construire le rêve dans leur pays, sans sortir de leur pays. Mais aussi, je veux construire un Sénégal ouvert à tous les pays du monde, mais un Sénégal fier et indépendant. Un Sénégal qui n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Un Sénégal fort et puissant. Je veux construire un Sénégal qui soit une puissance économique, une puissance militaire, une puissance diplomatique. Vous savez, nous devons, en tant que chef d'État, s'assurer que dans 5 ou 10 ans, le Sénégal soit encore indemne des attaques terroristes. Que le Sénégal ne connaisse pas le sort des pays qui nous entourent. Mais nous allons également aider ces pays-là. Nos voisins du Mali, nos voisins du Burkina, nos voisins du Niger et de la Guinée sont nos frères. Nous ne pouvons pas les laisser seuls faire face à Al-Qaïda. Nous ne pouvons pas les laisser seuls faire face à ces dissensions politiques. Nous devons absolument intervenir. Nous devons absolument les aider pour qu'ils sachent qu'à côté du Mali, il y a le Sénégal.